Les 7 étapes indispensables d'un achat immobilier. Donc, définir sa stratégie et son périmètre géographique. Est-ce que tu peux nous parler de ça, s'il te plaît, Dominique? Alors les 7 étapes, effectivement, on peut en définir autant qu'on veut. C'est vrai que si on cherche sur Google, on va avoir des réponses, les 10 étapes, les 15 étapes, les 20 étapes, les 3 étapes. Nous, on en a recensé 7 qui permettent de bien définir le périmètre. Alors la première chose, c'est définir sa stratégie. Est-ce que je veux acheter pour faire la location courte durée? Est-ce que je veux acheter pour faire la location nue? Est-ce que je veux acheter pour faire la colocation ou pour faire la location meublée? Est-ce que je veux acheter des murs commerciaux? Forcément, ça va orienter la recherche parce que on va pas rechercher le même type de bien pour faire la location longue durée, donc la location nue, ou pour faire la location courte durée. Donc ça, déjà, si on ne le détermine pas, on ne sait pas vers où s'orienter parce que pour faire la location courte durée, on va chercher plutôt des petites surfaces. Pour faire la location nue, on peut chercher des petites surfaces, mais on peut aussi trouver des grandes surfaces pour loger des familles. Première étape, et ça c'est déterminant parce que ça permet de poster des alertes, de créer des alertes sur le bon coin. Et si on ne sait pas ce qu'on cherche, forcément on n'aura pas le résultat. Ensuite, la deuxième chose, dans ce premier point, définir le périmètre, c'est aussi le périmètre géographique, la stratégie de location et le périmètre géographique. Parce que on peut voir parfois des investisseurs qui achètent à 1000 km de chez eux. C'est possible, mais ça n'a pas de sens à mon avis, parce que se déplacer loin de chez soi pour trouver des affaires, alors qu'il y en a plein chez nous, c'est dommage d'aller chercher une affaire à Perpignan quand on habite à Lille, chercher une affaire à Brest quand on habite à Strasbourg, alors que à Strasbourg il y a des affaires, à Lille il y a des affaires. C'est pas la peine d'aller plus loin. Et donc, ça va orienter également la recherche d'un point de vue géographique. Et ce, d'autant plus que si on habite Lille, on se dit, tiens, il y a des bonnes affaires à faire à Perpignan. On connaît pas Perpignan. On risque de faire des mauvaises affaires parce qu'on va être mal conseillé, mal entouré. Tu as souvent, en fait, tu sais, t'as des personnes qui vont acheter des appartements ou des immeubles, peu importe, par exemple à 1000 km de chez eux. Moi, j'aime bien dire qu'ils viennent d'acheter une emmerde à 1000 km. Tout à fait. Ça peut être potentiellement une emmerde à 1000 km. Il vaut mieux avoir une emmerde près de chez soi. C'est plus simple et plus rapide. Donc, c'est clair qu'on achète chez soi, l'herbe paraît plus verte ailleurs, mais elle ne l'est pas plus. Il y a des affaires à faire près de chez soi, parce que à l'inverse, il peut y avoir des habitants de Perpignan qui disent « je vais acheter à Lille », mais ça n'a pas de sens. Il faut acheter dans un secteur qu'on connaît, parce que c'est là où on est le plus à l'aise, et si ça ne nous convient pas, il faut qu'on affine, mais il y a des affaires à faire partout, parce que dans toutes les villes, dans tous les villages, il y a des appartements et des maisons à vendre, il y a un marché de la location, donc il ne faut pas hésiter à regarder autour de chez soi, élargir légèrement le périmètre, mais être vraiment spécialiste de son secteur. Et là, on fait la différence parce qu'on peut être au courant des ventes avant les autres, on peut être au courant des affaires et voir des affaires là où d'autres ne les voient pas. Moi, si j'achète à Perpignan, par exemple, je ne connais pas Perpignan. Je vais avoir l'impression de faire une affaire en achetant un immeuble qui n'est pas cher, alors qu'il y a une raison pour laquelle il n'est pas cher et pour laquelle les habitants de Perpignan, aucun ne veut l'acheter. Mais là, je vais faire une super affaire. Ben non, c'est forcément un piège. Alors que si c'est chez moi, dans mon secteur géographique, je vais connaître les raisons qui font qu'un immeuble ne se vend pas à ce prix-là. Donc c'est vraiment important, ça sert à rien de s'éparpiller, et même en termes de gestion, en termes d'intervention, s'il faut voyager, traverser toute la France pour aller changer une ampoule, ça ne fonctionne pas. Ça fait cher l'ampoule. Du coup, maintenant qu'on a défini la stratégie, maintenant qu'on a défini son périmètre géographique, le deuxième point, la deuxième étape, c'est la prospection. Comment est-ce que tu vas prospecter pour trouver le bien que tu recherches ? Alors, de manière générale, la manière la plus simple et la plus connue, ça va être de passer par Le Bon Coin, Se Loger, Logikimo éventuellement, ce genre de choses. Ça, c'est les façons les plus simples et les plus connues. Tu vas avoir d'autres possibilités de par ton éventuel réseau que tu auras mis en place, de par les agents immobiliers, de par ton notaire, de par même ton banquier, parce que souvent le banquier, naturellement, vu qu'il fait des prêts IMO à longueur de journée, forcément il va avoir des contacts avec des potentiels vendeurs ou des potentiels acquéreurs, étant donné qu'il est également dans le domaine. Donc, tu vas avoir également la possibilité de pouvoir prospecter en cherchant toi-même des appartements, en faisant la rencontre de personnes qui potentiellement vendent leur logement. Tu peux passer également par des syndics de copropriété où tu es déjà propriétaire pour savoir si on a la possibilité, ou plutôt est-ce qu'il y a un appartement ou quelque chose à vendre au sein même de cette copro. Donc, il y a plusieurs façons de
faire pour prospecter un éventuel achat immobilier. Il y a d'ailleurs dans la description de cette vidéo la formation offerte qui s'appelle « Comment faire de l'agent immobilier votre allié et faire des affaires » où je vous apprends lors d'une conférence que j'ai donnée en public comment apprivoiser l'agent immobilier pour qu'il ait envie de vous privilégier vous pour votre projet plutôt que quelqu'un d'autre. Ok. Donc, prospection réalisée, j'ai trouvé le bien que je recherche, maintenant c'est bon, je veux l'acheter. Comment ça se passe maintenant? Il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas comment ça se passe dans l'achat. Tant qu'on n'a pas fait un premier achat, on ne sait pas du tout comment ça fonctionne. Comment ça se passe? J'ai le bien, je l'achète, monsieur le vendeur, je l'achète, qu'est-ce qu'on fait? Déjà, la première des choses, c'est de définir le prix dans un premier temps après avoir prospecté ton bien. Tu t'es mis d'accord sur le tarif, tu as fait éventuellement ta négociation avec le vendeur et va arriver le moment du compromis de vente. Donc à ce moment-là, tu vas devoir te rendre chez ton notaire que tu auras... Alors, tu as plusieurs façons de faire sur ce point de vue-là. Donc, si tu passes par un agent immobilier, de manière générale, tu vas pouvoir bénéficier de ses contacts. Il va pouvoir te conseiller si tu n'as pas de notaire dédié spécifique, si tu viens de commencer l'investissement immobilier ou autre. Et il va pouvoir te fournir un notaire par recommandation éventuellement. Tu as la possibilité de passer du coup par ce notaire, par ton propre notaire si tu en connais un personnellement, ou par le notaire du vendeur également. On a la possibilité de passer par un seul et unique même notaire et on a également la possibilité de passer par son propre notaire ou par le notaire que le vendeur aura choisi. Voilà, ça c'est la première des choses. Pour la signature de compromis de vente, il y a aussi les agents immobiliers qui signent les compromis de vente en agence. Exactement. C'est possible également. Ce que je n'aime pas trop, parce que le notaire, lui, fait tout de suite le compromis de vente complet. L'agent immobilier, c'est surtout pour gagner du temps que c'est intéressant de le faire en agence. Autrement, je préfère largement signer les compromis chez le notaire. Je préfère également chez le notaire, c'est plus sympa et puis je trouve que c'est un petit peu plus traditionnel de manière générale. Je préfère pareil passer par mon notaire. Donc à partir de ce moment-là, dès qu'on a défini le notaire chez qui on va aller, on a du coup de nouveau deux cas de figure possibles. Soit on se rend physiquement sur place chez le notaire en question ou chez les notaires. Enfin, de manière générale, c'est chacun va chez son notaire ou chacun va chez tout le monde va chez le même notaire. On a intérêt à avoir le même notaire, c'est beaucoup mieux, ça va beaucoup plus vite par retour d'expérience, c'est vraiment le mieux. Et on a également la possibilité de donner procuration pour avoir justement l'agent immobilier ou le notaire qui va signer à notre place et à ce moment-là on n'aura pas besoin de se déplacer physiquement chez le notaire. Si on est dans la ville, autant y aller, hein. Ça permet aussi de se familiariser. C'est sûr que si c'est un achat à distance, ce que je déconseille, mais si c'est un achat à distance, effectivement, on n'est pas obligé de se déplacer, on peut signer une procuration. Oui, tout à fait. Une fois que le compromis de vente est signé, donc il y a le délai de rétractation de 10 jours, comment ça se passe? Quelle est l'étape suivante pour l'acheteur? Le notaire, lui, de toute façon, il va demander à la ville si elle veut exercer son droit de préemption, c'est la DIA, le droit d'intention d'aliéner, mais ça, c'est pas l'acheteur qui s'en occupe. Quelle est la prochaine étape pour l'acheteur une fois qu'il a signé le compromis de vente? Au moment où on a signé le compromis de vente, donc du coup, on aura la possibilité dans un premier temps de se rétracter sous 14 jours, si je ne dis pas de bêtises, 10 jours. Donc on a la possibilité de se rétracter, c'est le droit de rétractation pour le coup. Et après avoir effectué ce droit de rétractation, tu peux du coup te rendre à ta banque ou dans une autre banque concurrente pour faire une demande de financement. Donc tu n'es pas obligé d'attendre que les 10 jours soient écoulés. Si tu sais que tu ne veux pas te rétracter, tu vas voir ta banque même pendant ce délai de 10 jours. Si tu sais que le patron ne va pas à ta banque, si au final tu sais que tu vas te rétracter, ça n'a ni queue ni tête. Mais oui, effectivement, tu n'as pas besoin d'attendre spécifiquement 10 jours pour aller à ta banque pour un éventuel prêt bancaire. Donc à partir du moment où tu as défini la banque en question avec qui tu vas travailler pour justement l'acquisition de ton prêt immobilier, tu vas devoir attendre l'offre de prêt. Une fois que tu reçois l'offre de prêt à la maison ou par voie électronique, tu vas devoir attendre 11 jours pour la signature et la validation de ton offre de prêt.
à partir de l'émission de l'offre de prêt. Exactement. Pour l'accepter, tu as un délai de 11 jours à compter de la réception de l'offre par la banque. C'est ça. Tout à fait. Et à ce moment-là, tu peux signer l'acte. À ce moment-là, on peut retourner chez notre notaire, encore une fois physiquement ou par l'intermédiaire d'une procuration, et on va signer ce qu'on appelle l'acte authentique. Donc l'acte authentique, c'est l'acte qui dit noir sur blanc que tu es pleinement propriétaire de ta nouvelle acquisition immobilière, tout simplement. Et c'est le notaire qui reçoit l'argent directement de la banque. C'est ça. Tant qu'il n'a pas l'argent sur son compte, tu ne peux pas signer parce que sinon, à partir de la signature, que ce soit payé ou pas, à la limite, toi, tu es propriétaire. Par contre, le notaire, lui, s'il n'a pas l'argent, bah, il ne signe pas. Hein, exactement. Donc c'est à la banque chez qui tu as fait ton offre de prêt, qui te finance en fait tout simplement, qui doit transvaser l'argent du prêt immobilier que tu viens de contracter chez eux directement chez le compte du notaire. Et à partir du moment où le notaire il dispose des fonds nécessaires auprès de ta banque, à ce moment-là, du coup, tu peux signer cet acte authentique sans aucun problème et tu seras à ce moment-là pleinement propriétaire de ton bien immobilier. Donc maintenant, c'est super, tu as signé l'acte authentique, tu as les clés de ta nouvelle acquisition, appartement ou maison, tu es investisseur, tu as les clés et maintenant, qu'est-ce que tu fais ? Du coup, qu'est-ce que tu fais ? Ça dépend de justement la typologie de ton bien. Si tu as besoin d'effectuer des travaux, tu pourras à ce moment-là effectuer les travaux sans aucun souci dans ton appartement. Et si le cas échéant, c'est un appartement qui a déjà été rénové, tu pourras effectuer ta mise en location suivant ton mode d'exploitation que tu auras prédéfini. Et puis tu pourras commencer à percevoir tes premiers loyers. Et donc, voilà les 7 étapes. Une fois que tu as trouvé les locataires, c'est eux qui commencent à rembourser ton crédit par le paiement des loyers, c'est eux qui remboursent le crédit. L'avantage d'engager des travaux, c'est que tu as négocié avec ta banque un différé de remboursement de crédit pendant le temps des travaux et même au-delà. Et donc quand les travaux sont finis, tu as trouvé le locataire commence à te rembourser du crédit alors que tu n'as pas encore commencé à rembourser, le locataire te paye des loyers alors que tu n'as pas encore besoin de rembourser du crédit et que du coup ça te permet de te constituer une trésorerie avec les loyers du locataire. Effectivement, donc ça c'est à prendre en compte et c'est à demander tout de suite au banquier avant même bien sûr d'avoir l'édition de l'offre de prêt. Il faut tout de suite dire, il faut savoir que le crédit différé, il y a 2 crédits différés. Tu as le crédit différé total et tu as le crédit différé partiel. Le crédit différé total, ça veut dire que tu ne rembourses ni capital ni intérêt. Et le crédit différé partiel, tu rembourses uniquement les intérêts. D'accord ? Donc ça, c'est 2 choses à savoir sur le crédit différé. Maintenant, pour percevoir un crédit différé, de manière générale, les banques vont avoir beaucoup plus de facilité à te l'accorder si tu as des travaux à effectuer dans ton appartement, ton immeuble ou ta maison. Pourquoi ? Parce que ça se justifie très très bien sous prétexte qu'il te faut un certain temps pour effectuer les travaux. Et toi, en tant qu'investisseur, tu ne souhaites pas sortir de l'argent de ton épargne pour justement avancer les fonds et payer les premiers mois ton crédit avec ton argent personnel. Voilà. Donc ça, c'est à mon sens quelque chose d'indispensable quand tu fais de l'investissement avec un appartement qui comporte des travaux.